démarrer l'échange, une question rituelle. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelle est la place de la création de valeur, notamment financière, dans les finalités d'une entreprise? Emery, si vous voulez commencer. Je pense que la place de la création de valeur financière dans une entreprise, elle est centrale, parce que sans création de valeur financière, il n'y a pas d'entreprise, mais elle n'est pas au sommet. Donc elle est bien au centre. C'est ça qui donne le carburant pour l'entreprise, pour qu'elle fonctionne, qu'elle investisse. Mais elle n'est pas la finalité de l'entreprise et donc elle n'est pas au sommet. Ce qui est au sommet, c'est ce à quoi sert l'entreprise, à quoi elle est véritablement utile, qu'est-ce qu'elle cherche à transformer dans le monde. Merci, Fergan. Est-ce que ça vous inspire? Oui, je dirais tout d'abord, dans un premier temps, que l'entreprise a une finalité qui est très simple, c'est de produire des biens et des services, à la collectivité et donc ça, c'est sa première finalité, et donc de ce point de vue-là, une entreprise qui ne vit que pour elle-même, que pour ses salariés, que pour ses actionnaires, se condamne très vite, à dépérir. Donc je ne crois pas qu'il faille inverser le sens des finalités. Un actionnaire qui investit dans une entreprise se doit de fournir un service utile à la collectivité s'il veut en tirer un profit. Et donc, la création de valeur financière, c'est une conséquence, une contrepartie à la production d'un bien et d'un service utile à la collectivité, tout simplement. Merci. Alors, Emery, pour vous, je crois que le travail sur la raison d'être, ça doit changer en profondeur les pratiques, l'offre, la proposition de valeur d'une organisation. Et c'est effectivement tout l'esprit de la loi Pacte. Est-ce que vous pensez qu'on peut imaginer plus modestement peut-être une quête, en tout cas en première marche de ce travail, une quête vers l'identité profonde des entreprises? Est-ce que cet outil serait réservé aux entreprises qui veulent totalement transformer leur modèle ou est-ce que ça peut être utile à des entreprises qui veulent continuer mais mieux se connaître? C'est toujours très utile de s'interroger sur pourquoi on existe et à quoi on sert. Donc cette démarche, elle peut s'appliquer à tout type d'organisation, qu'on soit une start-up qui démarre, une petite entreprise ou un grand groupe, s'interroger sur les raisons d'être de l'entreprise, sur la raison d'être d'entreprise, sur la raison d'être ensemble, parce qu'il ne faut pas oublier, l'entreprise, c'est un projet collectif il ne fonctionne que parce qu'il y a un alignement entre des actionnaires, des collaborateurs, des fournisseurs, des clients qui font fonctionner le projet de l'entreprise. Donc c'est effectivement extrêmement intéressant comme exercice et je pense que c'est un exercice qu'on peut faire tous les 25 ans, hein. Au moins, parce que le sens, il a quand même vocation à durer. Une fois que la raison d'être, elle est bien là, elle est bien posée, c'est vraiment une boussole. Néanmoins, s'arrêter à la raison d'être, c'est un peu court. C'est un peu court parce que la véritable transformation de l'entreprise, qui va vraiment mettre en mouvement, en énergie les parties prenantes de l'entreprise, c'est la traduction de cette raison d'être en engagement, en objectifs sociaux, sociétaux, environnementaux, économiques. Et il y a une étude qui est intéressante de Carbone 4 qui montre si tous les consommateurs adoptent les meilleures pratiques en matière d'éco-gestes, qu'on arrête de prendre l'avion, qu'on arrête de prendre la voiture pour les trajets de moins de 3 kilomètres, qu'on mange plus de viande, eh bien, on n'aurait fait que 25% du chemin pour nous limiter dans la trajectoire des 2 degrés de l'accord de Paris. Ce qui veut dire que les 75 autres pourcents du chemin sont à faire par les entreprises. Ça nous donne une sacrée responsabilité. Et donc, si on veut bâtir pour demain un monde soutenable, il faut changer nos pratiques, changer l'économie. Et pour changer l'économie, il faut commencer par changer nos entreprises. Donc, voilà, attirer les talents, aujourd'hui, c'est la guerre des talents, hein. Donc, c'est un levier de performance. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a réussi à bien consolider le sens, à bien structurer sa démarche, et notamment avec le cadre de l'entreprise à mission, qui pour nous est un excellent cadre, je ne veux pas dire le contraire en étant un des fondateurs de la communauté des entreprises à mission, avant que la loi Pacte existe, hein. Donc, eh bien, alors ce cadre très structurant, il va être un levier d'engagement dans l'entreprise, il va être un levier d'innovation et il va du coup être un levier de performance. Donc, il y a une réconciliation possible entre le profit et l'impact. Merci. Hem, sur la finalité des entreprises, alors c'est vrai que ça rejoint aussi, l'utilité finalement d'un statut assez spécial et moi c'est vrai que bon, j'ai pas pris position là-dessus dans la presse parce que je traitais d'autres enjeux, mais si on me demande aujourd'hui, mon avis, ce que je suis tenté, de dire avec un ton, critique mais bien évidemment, tout en restant amical, c'est vrai que on a l'impression finalement que
tout le discours autour des entreprises à mission enfonce pas mal de portes ouvertes. Parce que je ne sais pas vous, mais moi, à titre personnel, je n'ai jamais rencontré d'entrepreneur qui prétend qu'il n'est pas une utilité sociale. C'est-à-dire que l'agriculteur, ben, il dit oui, effectivement, je suis agriculteur pour gagner ma vie, et je gagne ma vie comment? Eh bien, en nourrissant l'humanité. Ce qui a sans doute une utilité sociale, même si son statut ne l'indique pas ainsi. Et on pourrait comme ça multiplier les exemples à l'infini. Quelqu'un qui fonde une école privée, alors oui, il veut gagner sa vie, il va engranger sans doute un profit en vendant un service. Enfin, il a aussi une utilité sociale, hein, il vend des services d'éducation, et donc il a une utilité pour la collectivité. De ce point de vue-là, une entreprise à vocation, on va dire, sociale, c'est presque un pléonasme quelque part, puisque une entreprise qui serait malveillante et qui serait constituée à des fins criminelles, bon, ça s'appelle plus une entreprise, ça s'appelle une association de malfaiteurs, et c'est réprimé par la loi, bien heureusement. L'entrepreneur a intérêt à gaspiller de l'énergie s'il veut maximiser son profit. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous prenez un philosophe comme Hans Jonas, qui est l'un des pères spirituels de l'écologie politique, c'est un philosophe allemand, qui est par ailleurs très critique du capitalisme lui-même. Ce n'est pas un fanatique du capitalisme, ce n'est pas quelqu'un qui est très libéral en soi, mais il a cette honnêteté intellectuelle de reconnaître que l'économie de profit, eh bien, elle a quand même une vertu sur le plan environnemental, écologique, c'est qu'elle incite les entrepreneurs à optimiser l'usage de leurs ressources, à diminuer les frais, et cette diminution des frais devient finalement contraignante du fait de la loi de la concurrence. C'est-à-dire que la concurrence récompense après tout les entreprises qui sont capables de fournir un service de qualité en utilisant le moins de ressources possible, car si vous êtes trop gourmand dans l'usage de vos ressources, vous avez des coûts qui sont trop élevés, et donc vous êtes handicapé par rapport à la loi du marché. Quelques exemples, hein, très vite. Si, par exemple, en quelques décennies, nous avons réduit de 66% la quantité de terre nécessaire à la production d'une unité de nourriture, c'est bien parce que vous avez des procédés industriels qui ont été améliorés, et que cette amélioration des procédés industriels a été aussi guidée par l'impératif de la rentabilité et la recherche du profit. C'est tout simplement pour vous dire que cette dichotomie introduite entre le profit, l'intérêt social et environnemental, pour moi, n'a pas beaucoup de sens, et qu'elle traduit une forme de préjugé hostile à l'appât du gain, en méconnaissant peut-être quelquefois, en tout cas, son intérêt social et environnemental. Emery, est-ce que vous voulez réagir sur ce point? Oui, parce que en fait, une des raisons pour laquelle en 2018 on a créé la communauté des entreprises à mission, qui est une association d'intérêt général, hein, qui a pour but d'offrir un cadre de partage aux dirigeants qui souhaitent justement rendre leur entreprise plus contributive. C'est parce que le modèle qui consiste à bien repenser sa raison d'être ou bien la penser, bien poser son ambition d'impact, en quoi je peux transformer le monde avec l'entreprise sur des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, est un cadre structurant qui permet aux dirigeants à la fois d'avoir une vraie boussole, un cap, qui est un levier d'engagement et qui permet également d'accélérer la nécessaire transformation de son modèle pour le rendre plus attractif. On est la première génération à savoir ce lien, à connaître ce lien entre nos activités et les dérèglements qu'on voit et qu'on observe, mais on est aussi la dernière génération à pouvoir agir, parce que justement l'entreprise ne veut pas se limiter à être cette boîte à partager de profit, et qu'elle doit avoir un sens, elle a une utilité qu'il faut remettre au goût du jour et qu'il faut réaffirmer fortement au cœur du projet de l'entreprise. C'est ce pourquoi aujourd'hui on a lancé un observatoire des sociétés à mission. Il y a un an, c'est-à-dire quelques mois après les premiers décrets de la loi Pacte, 70 sociétés à mission en France. Aujourd'hui, on en compte 230, malgré la crise Covid, où on aurait pu dire tout le monde va se mettre un peu en pause parce qu'il y a des urgences il y a des choses peut-être plus urgentes que de penser à sa raison d'être et ses objectifs. Pas du tout, la dynamique, elle est là, elle est très forte, et elle touche pour 2 tiers des PME. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement les grands groupes. Tout dirigeant d'entreprise aujourd'hui a cette chance de pouvoir structurer sa démarche avec ce modèle d'entreprise à mission.